Fille du célèbre résistant vendéen Maxime Dervieux, Jacqueline s'est engagée dès ses 17 ans dans la résistance. C'était tout simple. C'était pour conquérir, pour garder notre liberté, mais ça on l'avait encore à ce moment-là. On était partis pour la France, hein, oui, de toute façon, oh là là. Et puis de la façon dont on avait été élevés, ça pouvait pas être autrement. C'était pas possible. Pour moi, c'était un ennemi. C'était l'ennemi. Alors, c'est difficile à expliquer. Et on avait tellement dans l'esprit que les Allemands étaient mauvais, puisque mes parents avaient vécu la guerre de 14-18. On avait, toute notre jeunesse, on a entendu des histoires de la guerre. Ma grand-mère ils ont été obligés de se sauver des Ardennes avec ses enfants. Elle avait 5 enfants à l'époque. En 1914, oui. En 14 Oui, oui. Alors elle s'est sauvée ils étaient dans les Ardennes. En 40, il y avait les Allemands qui étaient rentrés, il fallait les chasser, on les avait pas invités. Hein. Oh oui. Oui, d'abord. Alors là, il n'y avait pas de question aucune, il fallait faire quelque chose pour qu'ils partent, pour les démoraliser, Il fallait faire quelque chose. Oui, il fallait faire quelque chose, il fallait être actif. On rêvait de pouvoir faire quelque chose. Et avec le couvre-feu, c'était pas facile. Mais on a trouvé le moyen quand même de partir la nuit. C'était l'attitude de la famille Dervieux, Oui. d'essayer de ne pas accepter finalement. Oui, ne pas accepter. Ça va dire non à l'occupation. Et refuser l'occupation. L'idée que aussi la défaite était définitive. Ah mais oui. Oui, parce qu'on avait un espoir, c'est que les Alliés derrière, avec le général, fassent quelque chose. Oui. Quand Pétain a annoncé qu'il allait la fin de la guerre, l'armistice. Il attendait que ça. Il paraît qu'en 14-18, déjà mes parents le disaient défaitiste. Parce qu'il avait déjà demandé la fin de la guerre bien avant la fin. Il voulait la fin, lui, il voulait la paix, il voulait être tranquille. Nous expliquer quels étaient les sentiments de la famille vis-à-vis de Pétain. Non, c'est affreux. Alors on nous écrivait, des amis nous écrivaient la rue Putain. Alors j'étais souvent plus souvent dans le grand bureau, je mettais sur sonnerie, il n'y avait pas beaucoup de téléphones à l'époque. Hein. En 40, il n'y en avait presque pas. Et puis, j'allais dans le grand bureau. Et j'ai voulu sortir un jour du grand bureau, toujours en courant, avec une règle à la main. Et un officier allemand s'est encadré dans la double porte. Alors, il paraît que j'ai bousculé. C'est bien vrai. Mais enfin, bref. Et puis, il m'a attrapé, il m'a dit, dites donc, vous vous excusez en France, pas poli en France. Pas poli en France. Il avait dit pas poli en France. J'avais une règle à la main, je suis attrapée. Et j'ai fait voler la casquette qui est allée voler dans le couloir, parce que la porte était toujours entrouverte. Oh, il était fou. C'est allé la ramasser. Il parlait très bien français. C'était le premier Allemand qui venait à la préfecture. Et il était reçu. Ouais. Vous allez ramasser cette casquette. Vous allez me la ramasser. Puis je me disais, tu peux toujours y aller, je la ramasserai jamais. J'étais même gonflée. Quand je me rappelle que je tenais tête, je disais ça, jamais, je ne ramasserai, jamais. Et à ce moment-là, je criais. Le directeur de cabinet a ouvert sa porte. Il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a vu aux mains de l'Allemand, il a dit, vous, dans votre bureau, vite! Oh. Je me suis pas fait dire 2 fois. J'ai couru à mon bureau, je me suis renfermée. Des agents qui venaient à la maison porter les journaux, ils disaient tout le temps, votre père, on s'en souvient, lui, on se souvient surtout de sa voix. Il avait une voix qui portait et il nous disait toujours de ne pas garder son nom sur nous, de ne pas écrire son nom et d'avoir le papier sur nous, au cas où on serait arrêté.
Et il a juste été arrêté, lui, cet homme. Il s'est souvenu qu'il avait le nom de mon père dans sa poche. Alors il a pris le papier, il l'a complété, il l'a mis dans sa bouche. Mais il dit, j'ai eu une peine pour avaler le papier. Alors je m'en souviens, il s'en souvenait encore. C'est curieux comme il y a des choses qui restent. Alors j'ai été interrogée par la vraie... Alors oui, alors ça, parce que ça correspond à... Oui, à une époque. À une époque. Oui, oui, oui. En mars 41, en mars 1941. Ah oui, tu te rends compte un petit peu au moment. Oui, alors j'ai entendu, j'étais dans mon petit bureau, j'entends l'huissier dire « Ah, mademoiselle Dervieux, oui, oui, elle est là, elle est là. » Je lui dis « Tiens, qu'est-ce qu'il veut? Qui veut ?» Parce qu'on ne me disait jamais mon nom, c'était rare. Les gens me connaissaient, ceux qui venaient. Alors je me suis levée, 3 Allemands. Alors, ils avaient tous la tête de l'emploi, bien sûr. Alors le chapeau mou, les imperméables. Et puis il y en avait un qui avait une drôle de tête, qui était celui qui tapait. C'était le boxeur. Il avait un nez épaté, il avait ses mains, il avait des mains épaisses, des mains épouvantables. Oh, ça me fichait la frousse, malgré qu'on savait pas encore exactement ce qui se passait. Signoret avait prévenu papa. Il lui avait dit, papa avait pu le voir, et il avait dit, non, par l'intermédiaire de sa femme, qu'il a pu le voir. Il a dit à Dervieux de se méfier. Ils attrapent, tout ce qu'ils attrapent, il avait été martyrisé. Il avait plus de dents. Et il avait eu des crayons cassés entre les côtes. Il cassait les crayons entre les côtes pour le faire parler. Mais heureusement, il a pas parlé. Heureusement, oui. Et il a dit à sa femme, dis à Dervieux que je n'ai pas parlé. Mais il avait été martyrisé avant. Puis il a été fusillé. C'était le premier fusillé de Vendée, d'ailleurs. Oui, le pauvre. Oui. Oh. Et alors bon, j'ai ouvert. Oui, alors ils ont poussé ma porte. Ils m'ont dit simplement, mademoiselle, on vient pour vous un interrogatoire, on vous emmène à la commandanture. J'ai dit, merde, c'est pas vrai. Alors, j'ouvre la porte pour prendre mon vêtement, derrière, qui était sur mon porte-manteau, dans le petit bureau, et un m'a suivi. Il a ouvert, il a poussé la porte un peu plus, puis il a dit, il y avait 3 chaises. Ils ont pris les 3 chaises, et c'était 3. Et alors, ils se sont dit, on va pouvoir l'interroger ici. Heureusement, parce qu'à la commandanture, j'aurais peut-être perdu l'épée. Je sais pas. Oui. Je sais pas. On peut pas savoir. Oui, tu étais dans un milieu familier. On peut pas savoir. J'étais protégée. Oui. J'étais protégée, j'étais chez moi. J'étais encore chez moi. Mais à la commandanture, je sais pas comment ça se serait passé. Parce que j'aurais reçu une gifle, quelque chose, j'aurais rendu. Je serais plus là pour en parler. Et puis, ils sont installés. Alors, il y en a un qui a commencé à me dire, mademoiselle, vous êtes bien mademoiselle Dervieux? Oui. Mais votre père est bien garagiste? Oui. Dans la rue Pétain? Oui, tout était oui, au début. Et puis après, il me dit, est-ce que vous connaissez la famille Branger? J'ai me rangé, oh là là. J'ai eu le cœur dans la bouche, parce que c'était nos voisins. Donc, cette veuve avec ses 2 enfants, qui avaient notre âge. Alors j'ai dit, merde, c'est pas vrai. Alors j'ai dit, il faut que je les prévienne vite, il faut les prévenir. Bon, de toute façon, il était trop tard. Et puis, ils m'ont dit, vous connaissez un tel. Alors ils ont commencé par me dire, vous avez des étrangers chez vous? J'ai dit oui. Et puis j'ai dit exactement ce que je vous ai dit. Que mon père, faisant pas de politique, il prenait ceux qui avaient besoin de travailler, ceux qui avaient besoin pour vivre. Alors, ils n'ont rien dit, mais ils prenaient des notes. Ils notaient. Et puis, je voyais toujours cette espèce de boxeur, là, à côté de moi. Oui, parce qu'ils ont pris les 3 chaises, mais moi, j'étais debout. Je n'allais pas rester debout, je me suis assise sur le bureau. Mais mes jambes ne touchaient pas le sol. J'étais en face d'eux. Je regardais comme il faut. Comme quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Et puis, ils ont commencé par me demander
Si je savais combien d'Allemands il y avait à La Roche, oh, j'ai dit, si vous croyez que je m'amuse à les compter, quand je rentre à la maison, je raccommode mes chaussettes. Alors là, à nouveau, j'avais le fou rire parce que on avait quelqu'un, une raccommodeuse comme ça, ces autres fois, qui venait en journée pour raccommoder nos chaussettes. Alors, je raccommodais pas, mais enfin, j'ai trouvé ce truc. Je raccommode mes chaussettes. Ah bon, bon. Et puis, vous connaissez un tel, puis là, il défilait des noms. Alors, je disais, mon Dieu, pourvu que je me rappelle de tout, j'essayais d'enregistrer. Et puis, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé encore? Je ne sais plus. Ils m'ont posé encore d'autres questions. Mais j'ai toujours répondu au fur et à mesure. Je n'ai pas réfléchi, j'ai répondu rapidement. Et je crois que c'est ce qu'il fallait. Ouais. Enfin, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait parce que je n'ai pas été arrêtée. Oui. Alors, à la fin, ils ont dit, bon, ben maintenant, ça a duré 1 heure quand même. Je suis restée 1 heure assise sur le bureau. C'était un peu dur. Hein. Et puis, à la fin, ils m'ont dit, bon, ben maintenant, nous allons réquisitionner chez vous. Oh. Alors, mes genoux commençaient à jouer des castagnettes, je suis mise vite debout. Et puis, ils m'ont serré la main, ils m'ont dit, au revoir, mademoiselle, au plaisir de vous revoir, m'a dit celui qui m'interrogeait. Alors, je lui ai répondu, moi, je vous dis au plaisir de ne jamais vous revoir. Parce qu'il venait de dire qu'il allait réquisitionner à la maison, mais j'étais folle, intérieurement, tout est foutu. On est perdu. Et puis, le sort a voulu, heureusement, que grâce au fond, à la prudence de mon père, on s'en est échappé. Parce qu'on n'avait rien laissé traîner, s'il y avait des tracts quand même dans un livre, sur une commode, mais dans une autre chambre qu'ils n'avaient pas, on les a trouvés après. Je ne sais pas qui les avait mis, mais c'était sûrement pas moi, parce que, oh là 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 là, ça n'aurait pris. Ah oui. Oh, ce médaillon, il avait de la valeur pour moi. Parce qu'on avait une intérimaire à la préfecture qui venait d'Angers. Et elle est venue pour quelque temps. Et elle m'avait prise en considération, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle me voyait malheureuse avec tous ces pétinistes, tous ces... Elle s'est sûrement rendue compte. Parce qu'elle m'a glissé, avant de partir, quelque chose dans la main. Elle m'a dit, garde ça précieusement. Alors la photo du général de Gaulle. Alors qu'est-ce que j'ai fait en arrivant? J'ai donné à ma mère. Trop contente de lui donner. C'est la photo du général de Gaulle qu'on a eue pendant la guerre. Il n'y a pas eu de refus chez nous. Il n'y a pas eu de... Non. Nous étions tous d'accord. On faisait tous... ça c'est beau ça. Oui, ça. Dans le voisinage, est-ce que vous sentiez des complicités au sein du voisinage? C'était très difficile d'avoir, mais on a réussi à avoir les plus proches voisins. Est-ce que vous le saviez que vos sœurs ou vos parents faisaient partie de la résistance? Même si vous ne parliez pas, vous le saviez quand même. Oui. On se doutait. Mais il n'y avait rien de concret. Ils n'en parlaient pas. Parce qu'ils disaient toujours, je ne veux pas qu'on en parle dans la maison. Y compris avec vos sœurs? Alors? Avec vos sœurs non plus? Avec mes sœurs, on faisait des tours avec Colette, avec la maman de Guylaine. On sortait la nuit. D'accord. Avec la connivence de ma mère, qui nous attendait derrière la porte. Vous en parliez quand Alors même? on commençait à faire les papillons, bleu, blanc, rouge, pour les veilles de 14 juillet, pour le 11 novembre. Les petits papillons qu'on collait sur les volets de la préfecture, de la commandanture. Mais ça fait un drôle de bruit, comme les volets étaient en fer, en ferraille. Voilà. Alors là, on courait vite. Hein. Alors on mettait des papillons un peu partout. Et puis alors, ce que je faisais aussi souvent, j'aimais bien faire ça d'ailleurs, défaire les poteaux d'indication. Ils avaient des poteaux. Et puis, alors au début, on les tournait, on disait, bon, ça sert à rien, pas grand-chose, il faut les enlever. On a pris des pinces. Une fois, j'étais jamais toute seule. Hein. J'étais avec Annick Gauthier, une camarade d'école, une amie. Alors au Pont des Sables,
là, il y avait des poteaux pour leur indiquer la route des sables. Alors, on a commencé avec les pinces. Puis tout d'un coup, bing, en pleine nuit, hein, la pince a des paf sur la borne. Ça fait un bruit formidable. C'était en plein été sûrement parce qu'il y avait une fenêtre ouverte. Il y avait un bistrot en face qui faisait le coin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si ça existe encore. Je pense que Et il y a une tête qui est apparue qui dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Oh, il n'y a rien, monsieur, rien, on a fait tomber quelque chose. Ah bon, il a refermé la fenêtre, mais on a eu peur. Hein. Alors, on a décroché les poteaux, les plateaux. Ben oui, mais les mettre où? Alors, j'en ai mis 2 sous mon imperméable. Ben oui, mais ils dépassaient en dessous. C'était trop grand. Ah! Et il se trouve qu'il y avait un cirque sur la place Napoléon. Alors j'ai dit à place Napoléon, les Allemands vont y être. Il y avait une dérogation de couvre-feu pour le cirque. Ah, mais j'ai dit comment je vais faire? Heureusement, Annick est encore là. J'ai dit Annick, tu vas me prendre mes... Elle dit, ben, je sais pas si je vais pouvoir. Mais j'écoute, je suis avec toi. Je suis allée jusqu'à chez elle porter les... Parce qu'elle habitait rue d'Alsace. Oui, d'accord, on voit bien. Oui. Une petite maison, bien cachée, alors ça allait, là, ça allait. C'était moins exposé que chez moi. Ah, chez moi, je n'aurais pas pu rentrer. On avait des affiches, alors on les décollait, et on mettait... Alors, il y avait une affiche où il y avait des bombardements, et c'était les avions anglais qui bombardaient sur la France. Et ce sont les Anglais qui ont fait ça, et envoyé les morts. Alors nous, on avait des petits papillons, et on mettait, ce sont les Allemands qui ont fait ça. Et on collait sur les Anglais. Mais alors là, il fallait le pot de peinture, ça c'était le pot de colle, c'était chaque projet qui venait avec nous. D'accord. Oui, ça c'était du travail plus soigné. La nuit, ce que l'on faisait, c'est ça. Alors on collait d'autres affiches, on collait d'autres... Il fallait pas se faire prendre. Avec le pot de peinture que portait Jacques, plein de colle que nous donnait Romain. Oui. Les Romains. Jacques Romain. Le père était imprimeur. Oui, mais tu vois, oui, le père de l'imprimeur, c'est lui qui nous fournissait la colle. Parce qu'il fallait aussi de la colle. Pour ça. Mais quand on entendait le bruit des bottes, il fallait virer de bord en vitesse. Et c'est pour ça que Colette, je n'osais plus l'emmener, parce qu'elle mourait de peur. Maman? Oui. Elle était très craintive. Elle avait toujours peur. Et quand elle commençait à me voir courir, elle me disait « Pourquoi cours-tu » Alors je voulais pas lui faire encore plus peur, lui dire que j'avais entendu les bottes. Mais elle courait. Mais elle savait pas pourquoi elle courait. Mais elle faisait quand même. Elle le faisait quand même. Mais elle venait quand même. Elle venait quand même. Oui. Elle voulait pas me laisser toute seule. Ce que tu as fait de la photo du maréchal Pétain que tu avais dans ton bureau à la préfecture. Je l'ai laissé. Il a laissé? Oui, parce qu'il fallait mettre la photo de Pétain dans le bureau. Alors au début, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris une carte postale, mais j'ai pris la carte postale avec, sous la photo, suivez-moi, gardez votre confiance en la France éternelle. J'ai coupé le suivez-moi et j'ai mis la carte dans un petit placard, dans le bureau, mais visible. Puis tous les jours, j'en coupais un morceau. Et le préfet qui venait téléphoner dans mon bureau, sous prétexte qu'il entendait mieux avec mon appareil qu'avec le sien, eh bien, il s'en est aperçu. Il a fait dire au chef du bureau, du grand bureau, dites à mademoiselle Dervieux de remettre la photo de Pétain dans son bureau. Ah, j'ai pris une colère, j'ai dit, viens pas assez souvent. Et puis, pour me le dire moi-même, il ne me l'aurait pas dit entre quatre yeux, pourquoi me le faire dire? Ah, ça m'avait choqué. Eh bien, j'ai dit, il va la voir, la photo, il va la voir. Je suis allée voir, comment il s'appelait? Oh, le fils de l'éditeur. Tu as dit en face la poste, qui habitait en face la poste. Roquette, un nom comme ça? Roquette, le fils Roquette. Je vais voir le fils Roquette. Je lui dis, écoute, il faut que tu me trouves une photo de Pétain, mais alors, la plus grosse que tu es, la plus grande que tu es, une grande affiche,
avec le « suivez-moi, gardez votre confiance ». Oh, il dit « je vais la voir, je vais la voir, je vais te la voir ». Et puis quelques jours après, je retourne, il l'avait. Il me donne la photo. Je sais pas si j'ai payé. Il me donne de grandes affiches. Alors j'ai mis, elle faisait tout le mur du bureau, mais derrière mon meuble. Alors on voyait un petit peu. Mais enfin, elle était là. Alors j'ai encore suivez-moi, j'ai coupé, et puis j'ai mis derrière le meuble. Puis là, du coup, le préfet n'a plus rien dit. Personne n'a plus rien dit. Et pourtant, c'était pas visible, à peine visible. Enfin, elle était là. Et quand un jour, je rentre dans le bureau, dans le grand bureau, et je les vois, elles étaient toutes en train de défaire les photos de Pétain. Ah, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. J'ai dit, maintenant qu'il a le nez dans la vous lui enfoncez la tête un peu plus dedans. Vous l'avez adoré jusqu'à maintenant, Pétain, et maintenant vous le... Ben vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez pas honte. Mais c'est scandaleux ce que vous faites. Je s'engueule. Il faut vous dire aussi qu'on faisait du théâtre. On a fait, mon père, ne travaillant plus dans le garage, avait pris il était régisseur du CDO, Alors, comédie dramatique de... Oh, je sais plus ce que c'était. Et c'était OX, notre voisin, qui s'en occupait. Et il avait demandé à mon père s'il voulait bien faire le régisseur. Mon père avait dit oui. Aider à faire les... Alors... les décors. Les décors, d'accord. Les décors. Oui, il s'occupait Alors on des a décors. commencé, c'était pour les prisonniers, ça. On faisait ça pour les prisonniers. Dire qu'il avait fait les premières répétitions. Les premières notes, c'était les notes de la Marseillaise. Alors tout le monde se levait, même les Allemands, qui étaient dans la loge la loge préfectorale, la loge officielle, quoi. Eh bien, tout le monde se levait, ils se sont levés aussi. Puis tout de suite, il a joué de la musique, bon, ça n'a pas duré. Le lendemain, ça a recommencé, mais il n'y a pas eu de troisième fois. Ouais. La troisième fois, les Allemands sont renseignés. Oh, alors, interdiction de jouer les notes de la Marseillaise. Tu te En rends compte? préambule. Ah oui, parce qu'ils se demandaient pourquoi tout le monde se levait, ils se levaient aussi, s'ils andouillent. Tu parles si nous on riait, des morteuses se mettre debout, si on riait. Et oui. Et ça, c'était vraiment au début de l'occupation. Ah oui, c'était parce tout qu'après, au tout début. ça n'aurait pas été possible. Au tout début, l'époque du prisonnier. Oui, 40. oui. Ouf. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Mais je revoyais toujours ces pauvres jeunes. Alors là, pour moi, c'était une croix portée et que je porte encore. C'est ça qui est terrible. Et j'ai été longtemps à pas pouvoir entendre la Marseillaise sans pleurer. Je ne sais pas s'ils sont aperçus. Ils ont bien vu que nous étions là à les regarder. Mais ce qu'on pensait, l'impuissance, c'est quelque chose d'horrible, horrible, horrible. Vous voyez, ces Allemands qui les tapaient, ne pouvaient rien pouvoir faire, ils les faisaient dégringoler les marches, parce qu'il y avait des marches au palais de justice. Tu connais? Oui, je vois bien, oui. Du haut des marches, ils tapaient des coups de botte, des coups de crosse, Et ils chantaient quand même la Marseillaise. Et les camions sont partis, ils savaient qu'ils allaient se faire fusiller. Ils chantaient encore, on les entendait chanter. C'était une épreuve terrible. Oui, possible. Maintenant, je peux en reparler. Et je peux entendre la Marseillaise encore sans pleurer, mais c'est tout juste, c'est tout juste. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est un chant qui est sacré. Oui. C'est bien qu'il y en a un qui m'a dit, oh, mais il faudrait changer les mots de la Marseillaise. Oh, alors là, il a pensé où il était tombé, il savait pas où il était tombé, hein. Et il m'a entendu. J'ai dit ça jamais, jamais.